On va voir 6 astuces pour utiliser le time blocking, donc la méthode du time blocking efficacement dans votre journée, parce que j'en ai marre de l'avoir appliquée n'importe comment. Elle est de plus en plus décriée aussi, cette méthode du time blocking, parce que certains disent: «Ouais, mais moi je l'ai utilisé, ça marche pas» et cetera. Je vais vous expliquer une bonne fois pour toutes comment vous pouvez, l'utiliser, l'optimiser, par rapport à déjà ce que dit la science et aussi pour que ce soit adapté à votre vraie vie. Donc c'est parti. Et puis pensez à vous abonner au podcast. Ça nous fait toujours plaisir à lui mettre une note aussi de 5 étoiles si ça vous plaît. Je vous remercie d'avance et tout de suite on part sur l'épisode. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont et on se retrouve pour ce nouvel épisode de OBT où on va voir les 6 astuces pour utiliser le time blocking efficacement dans votre journée. On va déjà voir pourquoi on va faire du time blocking, pourquoi le cerveau, c'est utile pour lui, entre guillemets. On va parler aussi d'énergie cognitive. On va également nuancer quelques petites choses sur le time blocking. Je vais vous expliquer ce que le time blocking n'est pas. Je vous explique évidemment aussi ce que c'est et comment l'adapter à votre vraie vie, à votre vraie biologie. Et c'est ce qui va rendre l'épisode plutôt intéressant. Alors, comment déjà bloquer du temps dans votre agenda pour tout accomplir? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ouvrez votre agenda, par exemple le lundi matin, on imagine que votre semaine commence le lundi matin. Admettons, il est vide, ou pire, il est plein de réunions éparpillées dans lesquelles vous allez essayer de caser du, entre guillemets, vrai travail. Et le résultat, c'est que vous allez passer votre journée à switcher d'une tâche à l'autre, et vous allez finir épuisé, parce que vous aurez l'impression de n'avoir rien accompli de concret. Ce sentiment, c'est rarement un problème de motivation ou de capacité, c'est principalement, en général, un problème de structure. Et ça, c'est exactement là qu'intervient en fait le time blocking. Le time blocking, je vous le répète rapidement, mais je reviendrai en détail tout à l'heure, c'est une méthode d'organisation qui consiste à réserver des blocs de temps dédiés dans votre agenda pour des tâches précises ou pour des actions précises plus exactement à l'avance. C'est pas forcément une to-do list, ok, c'est un vrai découpage de votre journée qui respecte comment votre cerveau fonctionne réellement. On a parlé de la méthode Pomodoro dans l'épisode précédent et justement le combo méthode Pomodoro et time blocking, ça fait un malheur à condition que ce soit bien utilisé. Et justement, dans cet épisode, on va voir pourquoi cette approche, elle va changer la donne, comment éviter d'en faire une prison rigide, en fait, si vous voulez, et surtout comment l'adapter à la vraie vie pour qu'elle devienne un outil puissant de productivité durable. Alors, pourquoi faire du time blocking ? Déjà, votre cerveau, il déteste switcher. À chaque fois que vous allez passer d'une tâche à une autre, votre cerveau, il a besoin d'un temps d'adaptation. Les neurosciences appellent ça le coût de commutation cognitive. En anglais, on appelle ça le task switching cost. Et il y a des recherches qui ont été menées, notamment par la chercheuse Sophie Leroy, qui ont montré que lorsqu'on interrompt une tâche pour en commencer une autre, une partie de notre attention reste accrochée à la tâche précédente et ce qu'on appelle l'attention résiduelle. Il y a aussi l'effet Zeigarnik, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, l'effet Zeigarnik, j'en parle dans le cahier de la gestion du temps, que vous pouvez télécharger totalement gratuitement, c'est offert. Vous en apprendrez beaucoup sur votre relation au temps. Je vous invite à le faire, c'est en lien dans l'épisode quelque part autour. Vous allez voir, c'est génial et c'est encore mieux si vous pouvez le prendre en version papier. Il existe en version papier. Alors là, il est payant parce qu'on a besoin de rentrer dans les frais au niveau de l'impression notamment et de l'export, enfin des frais d'expédition. Mais sinon, voilà, on ne se fait pas de marge dessus. Et donc, pareil, vous avez aussi ce cahier qui est possible en version papier. Vous pouvez remplir comme un cahier de vacances, etc. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc bref, je reviens à mon mouton, à notre méthode du time blocking. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous allez passer de la rédaction, par exemple, d'un rapport à une réunion, puis à la réponse
à des mails, puis à une réflexion stratégique, et ben votre cerveau n'est jamais vraiment à 100% sur ce qu'il fait, parce qu'il va traîner en permanence le poids des tâches précédentes, et vous allez continuer à travailler avec un cerveau qui est partiellement disponible toute la journée, et ça, en plus, ça bouffe vraiment de l'énergie. Et donc, le time blocking va réduire drastiquement ce phénomène en regroupant les tâches dans des blocs dédiés. Alors moi, il y a les tâches, il y a les actions, moi je sépare vraiment toujours les deux, et ça permet vraiment à votre cerveau de rester dans le même registre cognitif plus longtemps. Et d'ailleurs, à ce sujet, très bientôt, je vais faire un épisode sur la bonne to-do list. Ensuite, la deuxième raison d'utiliser le time blocking, c'est que l'énergie cognitive, elle n'est pas infinie. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Votre cerveau, il consomme de l'énergie de façon inégale sur les tâches. Ok, ça dépend des tâches, évidemment. Une décision créative, une analyse stratégique ou la rédaction d'un contenu sollicite votre cortex préfrontal de façon intense. Et à l'inverse, répondre à des emails, remplir un tableau, ça demande un registre cognitif beaucoup plus léger. Donc si vous mélangez à chaque fois ces deux tâches sans structure, vous allez épuiser vos ressources attentionnelles très rapidement et vous allez réaliser qu'en fin de journée, vous avez travaillé des heures sans avoir avancé sur vraiment ce qui comptait. Donc le time blocking, il va vous forcer à protéger vos meilleures heures pour les tâches les plus exigeantes plutôt que de les gaspiller en réactivité permanente. Il y a un truc que vous devez faire, c'est la troisième raison qui fait qu'on peut utiliser le time blocking, c'est de planifier. Parce que ce qui est planifié, ça a plus de chances d'exister. Alors là, vous allez dire, ouais, mais évidemment, en fait, c'est presque même trop simple pour être dit, mais une tâche qui occupe un créneau dans votre agenda a beaucoup plus de chances d'être faite qu'une tâche qui attend sur une liste. Il y a des études en psychologie comportementale, dont les travaux, notamment, je crois que c'est Gollwitzer qui a fait ça, sur les intentions d'implémentation, et j'en parlerai aussi dans d'autres épisodes, montrent qu'associer une action à un moment précis dans le temps multiplie significativement le taux de réalisation. Et je peux vous le dire, moi ça fait 2-3 semaines que je dois prendre rendez-vous chez le garagiste pour changer une pièce de la bagnole. Je ne l'ai toujours pas noté dans mon agenda, ça tourne en boucle dans ma tête, et il faut que je me le note, parce que ça doit faire 15 jours que ça devrait déjà être fait. À partir du moment où je sais que je vais le noter dans mon agenda, je vais pouvoir y aller. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais le noter maintenant, je le fais tout de suite. Hop, voilà, j'y vais. J'avais prévu d'y aller. Voilà. Je le note, c'est noté. Et normalement, je devrais y aller, puisque c'est noté dans mon agenda. Et donc, je vous donne un autre exemple. J'ai mis je passe, c'est chez mon garagiste. On pourrait dire aussi, en planifiant, par exemple, je rédige le script de mon podcast de 9h à 11h. C'est mieux que je dois rédiger mon podcast. Parce que, en fait, vous allez programmer littéralement votre cerveau à passer à l'action. Il y a une petite nuance, mais c'est hyper important, parce que le cerveau n'est pas capable de faire le lien entre la tâche et l'action. C'est pour ça que vous devez mettre des verbes d'action. Je dois rédiger mon article, non. C'est pas assez impactant pour le cerveau. Par contre, je rédige mon article de 9h à 11h, là, ok. Il y a une action qui est faite. Ok. Alors maintenant, il va falloir que je nuance aussi par rapport à la rigidité du time blocking et ce qu'on en pense. Le time blocking, il a une réputation de méthode qui est austère, qui est inflexible, un peu comme le Pomodoro d'ailleurs. Et on a vu qu'avec le Pomodoro, on pouvait totalement être largement flexible à partir du moment où on sait bien l'utiliser. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que mal appliqué, évidemment, le time blocking, ça peut vite ressembler à une sorte de prison, où chaque minute est comptée et où le moindre imprévu, en fait, il fait s'effondrer toute la journée. Et c'est surtout ça qu'on veut absolument éviter. Erreur numéro 1, c'est de planifier à la minute près. Certains vont jusqu'à bloquer des créneaux de 15 minutes pour chaque micro-tâche. Ça, c'est hyper contre-productif. D'abord parce que ça génère une charge mentale énorme pour maintenir le système, et ensuite parce que ça ne laisse aucune marge pour les imprévus. Et les imprévus, ça existe toujours. Donc l'idée, c'est de travailler en grands blocs thématiques, moi je dirais de 60 à 120 minutes, et pas de chronométrer chaque action. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus. Parfois, le fait de chronométrer chaque action qu'on va faire, c'est très utile au début pour savoir exactement, on va dire, évaluer le temps qu'on va faire une action ou une tâche. C'est ça qui va être important. Mais par contre, vos blocs thématiques, par exemple, rédiger des mails, etc., ça va être un bloc, par exemple, de 120 minutes. Et à l'intérieur, vous allez mettre éventuellement les actions que vous allez faire. D'accord? Vous n'allez pas être obligé de chronométrer chaque action, mais vous savez si vous avez fait, on va dire,
au préalable une étude sur le temps que vous prend chaque action, vous allez à peu près pouvoir visualiser le temps que ça va vous prendre. Ok. Erreur numéro 2, ignorer ces rythmes biologiques, j'en ai déjà parlé, j'en parle maintes fois. Le time blocking ne dit pas à quelle heure tu dois faire quoi. C'est vraiment à vous de décider en fonction de votre chronotype, de votre profil biologique naturel. Si vous êtes du matin, eh ben, les blocs de travail profond iront en début de journée, tout simplement. Si vous êtes du soir, ce sera plutôt en fin d'après-midi. Donc, appliquer le time blocking sans tenir compte de ces cycles naturels d'énergie, c'est passer vraiment à côté de l'essentiel et c'est vraiment dommage. Erreur numéro 3, ne pas avoir de marge tampon. Une bonne journée en time blocking intègre toujours des blocs tampons. Il y a des créneaux non assignés qui absorbent les imprévus, les tâches qui débordent ou les sollicitations urgentes. Sans eux, le premier grain de sable, eh ben, du coup, ça va faire tout exploser votre planning. C'est pour ça, vraiment, je vous en conjure, mettez des blocs tampons. Alors, on me demande toujours, mais combien de temps, etc. Ça, c'est à vous de voir. Mais peut-être que des blocs tampons de 30 minutes. Après certains gros blocs, ça pourrait être intéressant. D'accord. Comme ça, vous rattrapez le truc et vous avez aussi le temps de vous poser si vous êtes dans les temps. Ok. Donc voilà, je vous parle de ça, je vous parle de ce que n'est pas le time blocking, ces fameuses 3 erreurs, je les redis ici, c'est planifier à la minute près, ignorer les rythmes biologiques et ne pas prévoir de marge tampon. Mais concrètement, c'est quoi le time blocking? Peut-être que c'est pas encore assez clair. Le time blocking, c'est la pratique vraiment qui consiste à diviser sa journée en blocs de temps dédiés à des types de tâches précises. Et du coup, à les inscrire d'ailleurs dans son agenda comme s'il s'agissait de rendez-vous inamovibles. L'idée centrale, c'est quoi? C'est au lieu de vous lever le matin avec une liste de choses à faire sans savoir quand vous allez les faire, eh ben vous allez décider à l'avance quand est-ce que vous allez travailler et sur quoi. Et vous allez passer d'un mode réactif à un mode, ce que j'appelle moi, intentionnel. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, j'imagine que d'autres l'appellent comme ça. Donc, le time blocking, ça a été popularisé par Cal Newport, qui est l'auteur de Deep Work. Je reviendrai peut-être sur Deep Work, c'est intéressant comme bouquin. Et qui en fait, du coup, lui, la méthode, en gros, la colonne vertébrale de son taf, et il distingue plusieurs types de blocs. Les blocs de travail profond, pour les tâches cognitives exigeantes, donc l'écriture, la réflexion stratégique, la création, l'analyse, etc. Il y a les blocs administratifs pour des tâches légères et répétitives, email, agenda, facturation, etc. Il y a les blocs de réunion, qui sont regroupés idéalement sur la même plage horaire pour ne pas fragmenter la journée, évidemment. Et il y a les blocs de récupération, donc les réelles pauses, le petit-déj, enfin le déjeuner plus exactement, le temps de décompression, etc. C'est pas une méthode de gestion de tâches, c'est plutôt une méthode de gestion de l'attention. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le time blocking. Alors maintenant, comment adapter le time blocking à votre vraie biologie, à votre vraie vie? Donc, on l'a vu, premièrement, vous devez regrouper les tâches par nature cognitive. C'est probablement le principe le plus puissant et aussi le plus sous-estimé du time blocking. Regrouper les tâches qui sollicitent le même registre cognitif. Votre cerveau fonctionne comme un moteur qui a besoin de chauffer avant d'être efficace. Donc, quand vous restez dans le même mode cognitif, par exemple tout ce qui est administratif, pendant un bloc entier, eh bien vous allez amortir ce coup de démarrage et vous allez maintenir un niveau d'efficacité élevé tout au long du bloc. Ça, c'est très très important à comprendre. A l'inverse, si vous switchez d'une tâche administrative à une tâche créative, ça va demander à votre cerveau de changer complètement de régime. Et ça, c'est épuisant pour lui et ça produit du coup un travail de moins bonne qualité dans les deux registres. Et du coup, vous allez être crevé à la fin de la journée si vous passez votre temps à faire ça. Donc concrètement, ça donne quelque chose comme ça. Bloc créatif ou stratégique, on va dire, c'est rédaction, réflexion, conception, innovation. Ça, vous allez le placer sur votre pic cognitif du matin ou de l'après-midi, ou du soir, selon quand de votre biologie. Ok. Vous allez ensuite avoir un bloc administratif que vous allez placer sur une plage d'énergie moyenne. Donc email, facturation, tableau, prise de rendez-vous, etc. Le bloc communication, tout ce qui est appel, réunion, les échanges, etc. Pareil, vous allez les regrouper pour ne pas fragmenter dans les autres blocs et sur des plages plutôt légères au niveau de l'énergie, moyenne, on va dire. Et ensuite, le bloc d'apprentissage ou de veille, ou ce que j'appelle aussi le temps pour soi, la lecture, la formation, les podcasts, etc. Ça, c'est à placer plutôt en fin de journée, quand la concentration profonde est plus difficile à atteindre. Alors évidemment, ça dépend encore une fois de votre rythme biologique. Et donc, on appelle ça cette logique du batching cognitive. Et elle fait vraiment une différence sur votre fatigue en fin de journée. Deuxième astuce, construisez vos blocs autour des cycles naturels
Donc votre cerveau, on vous l'a dit, il fonctionne par cycle d'énergie de 90 à 120 minutes. C'est ce que les chronobiologistes appellent les cycles ultradiens, et donc ça c'est la fenêtre naturelle de concentration optimum. Ok. Donc construisez vos blocs de travail autour de cette durée-là. C'est ça qui va être important. Et entre chaque bloc, prévoyez une vraie pause de 20 à 30 minutes. Et donc là, on revient un peu sur le Pomodoro. Mais on fait une déconnexion par contre des écrans et tout. Donc vraiment, c'est pour permettre à votre cerveau de récupérer réellement avant le bloc suivant. Troisième astuce, commencez par identifier les 3 types de plages horaires avant de planifier. Quoi que ce soit, observez sur quelques jours et identifiez votre plage de pic cognitif, votre plage de productivité moyenne et votre plage de basse énergie. D'accord? C'est très très important de faire ça. Et vous êtes obligé, sauf si vous le savez déjà un petit peu, mais il y a des patterns qui vont se répéter. Vous allez voir, tiens, effectivement, là j'ai fait un truc, j'étais plutôt crevé, là j'étais plutôt en bonne forme, etc. Et donc ça, notez-le, identifiez-le et organisez-vous en fonction de ça. Quatrième astuce, planifiez votre semaine le vendredi ou le dimanche soir. Le time blocking, ça fonctionne mieux quand vous anticipez. Prenez 15 à 20 minutes en fin de semaine pour bloquer les créneaux de la semaine suivante. Et donc vous allez identifier 2-3 tâches les plus importantes, placez-les en premier sur vos pics cognitifs, puis remplissez le reste et surtout laissez des blocs vides. Les marges tampons, on se rappelle. Et moi, ce que je vous invite même à faire en plus, c'est à chaque fin de journée de checker la journée du lendemain pour voir s'il y a des ajustements à faire. Parce que tout est flexible, rien n'est rigide. Cinquième astuce, traitez des blocs comme des rendez-vous clients. Mettez ça au même niveau de valeur. Et le piège classique du time blocking, c'est de planifier des blocs et de le sacrifier à la première sollicitation venue. Un collègue qui passe, un mail urgent, une réunion de dernière minute, etc. La règle d'or, c'est de planifier ça avec la même valeur, le même statut qu'un rendez-vous client. Okay, vous n'annulez pas sans une raison valable. Et comme ça, vous apprenez aussi à dire non, vous apprenez aussi à dire j'ai quelque chose de prévu à cette heure-là. Et ça aussi, ça fait partie de la gestion du temps. Et ça, c'est primordial de savoir faire ça. Mettez vraiment ces blocs-là en non négociable et à la même valeur qu'un rendez-vous client. Et la 6e astuce que je vous donne en bonus, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est indispensable à la réussite de votre time blocking. Si, là, en écoutant l'épisode, vous dites « Ouais, mais ce qu'il dit, on l'a entendu 20 000 fois. Ouais, mais nanana. » Ok, c'est une chose de le savoir. C'est une autre chose de le faire. Est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous mettez en action ce que vous savez? Et l'état d'esprit pour progresser, c'est primordial. Primordial. Donc, si vous voulez réussir à gérer votre temps, à mieux vous organiser, à récupérer du temps dans votre semaine, pour vous, pour vos proches, pour faire ce que vous voulez, vous devez avoir un état d'esprit irréprochable. Et il faut avoir cette volonté de vouloir modifier certains patterns qu'on a, certains conditionnements qu'on a. Donc, pour terminer cet épisode qui est un peu long, le time blocking, c'est pas une méthode pour remplir votre agenda à ras-bord, c'est l'inverse. Ok, c'est vraiment un outil pour reprendre le contrôle de votre attention dans un monde qui fait tout pour, évidemment, la fragmenter. Et en regroupant les tâches par nature cognitive, en respectant les cycles naturels d'énergie, en les traitant comme des blocs à la même valeur, vraiment d'engagement que des rendez-vous clients, eh bien, vous allez passer une journée qui va être construite. Vous n'aurez plus cette sensation de journée subie. Et je vous invite aussi également à voir comment le podcast sur comment planifier votre journée, etc. J'en ai fait plusieurs. Et derrière, vous allez voir que vous allez avoir un niveau de fatigue qui va être totalement différent. Donc, identifiez votre pic cognitif dès aujourd'hui, ok, bloquez 90 minutes, coupez toutes les notifications et travaillez sur la tâche la plus importante. Un bloc bien respecté vaut mieux que 10 blocs planifiés et sacrifiés. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi combiner le time blocking avec une planification hebdomadaire, avec la méthode Pomodoro, etc. Tout ça, je vous laisse aller voir dans les épisodes du podcast. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous aura aidé à y voir plus clair sur les méthodes du time blocking, pour ceux notamment qui l'ont essayé, qui n'ont pas apprécié, etc. Je vous donne ici une autre approche, quelque chose d'un peu plus flexible, et surtout pour comprendre comment ça fonctionne. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a le système timer, c'est l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez mettre en place des actions concrètes et adaptées à votre réalité. On est là pour vous aider, on vous accompagne là-dessus. Et dedans, notamment, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face. Et on parlait d'état d'esprit tout à l'heure, c'est exactement ça.
Et derrière, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, du temps avec vos proches. Vous allez pouvoir aussi mieux vous organiser dans le boulot, livrer mieux, avoir moins cette sensation d'être débordé. Bref, le System Timer, il y a tous les liens en description. Vous pouvez nous contacter aussi si vous avez des questions. Et puis évidemment, aussi, moi je fais des formations en gestion du temps sur Annecy, partout en France, en présentiel, avec mon organisme de formation Eucalyptus. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à postuler ou à me demander des informations. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Pascal Dumont pour OBT, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.